D'autres, enfin, comme les Sindhis du Pakistan, garderont intact le terme Shahbaz. Ainsi, à partir du terme originel, Shahbaz, par variation métaplasmique, nous nous retrouvons, selon la géographie, avec Bess, Shah ou encore Baz, produisant cette série d'égalités suivantes. Je cite, Shahbaz égale Shah, donc S-H-A-H, égale Baz, donc B-A-2-Z, égale Bess, donc B-E-S. Ce personnage central n'aura pas échappé à la vigilance du fut professeur Cheranta Diop, qui le présente comme le plus africain des Nétérous du panthéon égyptien. Je cite, le dieu Bès, nain apotropaïque, protecteur des femmes en couche, divinité de la musique et de la danse, efficace contre le mauvais œil et les démons néfastes, et le plus africain des dieux égyptiens. Fin de citation. Donc voir Cheranta Diop, page 118, excusez-moi, édition L'Harmattan. En effet, Bès, Shahbaz, est non seulement africain, mais surtout, il est le maître, le roi d'une des contrées les plus remarquables, la Nubie antique. Martin Bernal nous le décrit, au Moyen Empire, comme étant le seigneur de Punt, le maître de la Nubie. Je cite, Bès est une mystérieuse divinité de la musique et de la Renaissance qui a été dépeint comme un nain négroïde ou un pygmée, mais qui fut aussi présenté sous les traits léonins. Il était connu comme seigneur de Punt ou le maître de la Nubie et par conséquent était associé à l'Afrique centrale. Voir Martin Bernal, Black Athena de Linguistic Evidence, page 281. La revue d'histoire bibliothèque égyptologique lui attribue également une origine africaine, plus précisément soudanaise. Je cite, Bès est un dieu importé du Soudan, Hercule ou Bacchus, des Chamites, brandissant un sabre, la tête garnie de plumes ou de palmes, comme les héros Galas et Danakils. Il rappelle le lion par quelques traits du visage. Fin de citation. Voir Bibliothèque égyptologique, page 392, 1894 pour la référence. Dean Clark, dans Archaeoastronometria, the Argo Mystery and Medusa Rage, Treatise on Ancient Astropoetry, présente le maître Shahbaz Bès comme étant éthiopien. Je cite, Méduse, entre parenthèses, en tant que prêtresse, Atlante, faillit supplanter le culte du dieu d'Ophiochos, donc O-P-H-I-O-U-C-H-O-S, ou Bès d'Éthiopie. Fin de citation. Pour John O'Neill, auteur de Night of the Gods, le maître Shahbaz Bès, entre parenthèses, est originaire de Ta-Neter, la terre sacrée, la terre sainte des habitants antiques de la vallée du Nil. Je cite, une des légendes le fait venir de Ta-Neter, à savoir le Somaliland. Fin de citation. Le chercheur Lewis Campbell, quant à lui, rappelle dans Religion in Greek Literature que le maître Shahbaz Bès a aussi été associé à l'Arabie antique. Je cite, la tête de Gorgone dérive de Bès, l'arabe, entre parenthèses. Smith Palmer en fait dans son Samson Saga and its place in a comparative relation, le seigneur des contrées orientales, dont Ponte, il est le seigneur de l'Est. Ses origines sont à chercher dans le pays oriental de Punt. Fin de citation.
C'est Walter Adiso Jane qui nous donne un des meilleurs résumés sur la topographie originelle de Maître Shabazz, Bess, en précisant dans Ailing Gods of Ancient Civilizations qu'il était associé à l'Arabie, à l'Afrique centrale et à la Nubie. Je cite, Bess ou Bessa, B-E-S-A, bien qu'originairement d'une divinité étrangère, d'Arabie ou d'Afrique centrale, tire ses mythes de la Nubie. Fin de citation. De toutes ces indications géographiques, il est notable de signaler que le maître Shabazz, Bess, entre parenthèses, est avant tout le seigneur de Punt Taneter, la terre sacrée des Égyptiens des temps pharaoniques. Aussi, comprenons-nous par là que l'histoire de l'Égypte est irrémédiablement indissociable de celle des Shabazz qui en sont les fondateurs depuis leur point de départ d'Afrique centrale où ils se sont installés il y a quelques 50 000 ans de cela. La Nubie, l'Éthiopie et l'Arabie, qui sont également sous la coupe du maître Shabazz, représentent un territoire allant de la vallée du Nil jusqu'à la vallée de l'Indus. Car il ne faut pas oublier que dans les temps antiques, les termes Éthiopie, Arabie, Couche, Nubie entre parenthèses et Inde étaient interchangeables. La Société des historiens du Congo-Brazzaville de nous rappeler par la linguistique le lien historique entre les populations du fleuve Congo et ceux du fleuve Gange. Je cite, en tamoul, le même mot signifie noir et une déesse noire très vénérée chez les mélanodermes d'Asie du Sud-Est se nomme Kali et elle est dite la noire. Représentée avec la peau très foncée, le cœur même de cette civilisation est Calcutta, donc C-A-L-C-U-T-A, nommé ainsi par déformation linguistique du colonisateur anglais et rebaptisé depuis peu Kalikata, donc K-A-L-I-K-A-T-A, plus conforme à la diction locale et à son sens historique. Or, Kalikata vient du mot Kali, noir, dont nous avons suffisamment exposé le sens, et kata, donc K-A-T-A, rendu en dravidien par ville. En Congo et en Lari, Nkata signifie le siège. Donc Nkata, donc N-K-A-T-A, signifie le siège, le lieu où se rencontre et se repose une institution. En Lingala, le mot Likita, donc L-I-K-I-T-A, signifie congrès, assise. Le Lari a pris de Nkata le sens du mot Gata, donc G-H-A-T-A, avec un G si aspiré qu'il est à la limite du R et du K, ou du H fortement aspiré, pour signifier village. Ainsi, Kalikata signifie littéralement la ville des Noirs. Même traduction que chez les Dravidiens, ces Noirs aux cheveux lisses du sud-est indien, qui ont ainsi nommé leur capitale, par distinction sans doute, avec le reste de l'Inde acquise aux Aryens. Remarque, il faut faire attention à l'européanisation des noms des sites, car elle nous coupe des racines originelles des mots, donc du sens et la liaison avec une partie du monde. C'est ainsi que le Gange, célèbre fleuve indien, se dit localement Ganga, donc G-A-N-G-A. Et quand on sait que les autochtones lui accordent des vertus magiques guérissantes, protectrices, on a vite compris le lien avec notre Nganga, donc N-G-A-N-G-A. Les Bangala, donc B-A-N-G-A-L-A, sont une des composantes principales du Congo et ils habitent les terres inondées de la forêt équatoriale. Très facilement, les chercheurs dénigrants leur prétendent une histoire récente et simple. Et pourtant, le Bengale est habité primitivement par des Noirs dravidiens avant l'arrivée des Aryens. Ce pays est établi sur les terres plus inondées du monde, le Bangladesh notamment. Et il tire son nom de la même racine. Le professeur Homberger
dans les années 1930, on trace une ligne d'évolution linguistique entre les langues dravidiennes et le peul, qui semblent être leurs ancêtres. Ce tracé part des rives du fleuve Niger, domaine des Peuls, passe par la forêt équatoriale Cheno Ngala et se poursuit vers la Somalie. Les conquérants Ngala, donc Ngala, ont sans doute suivi ce chemin jusqu'aux côtes orientales d'Afrique, ont pris des barques pour rejoindre la péninsule indienne, se retrouvant sur des terres ressemblant aux leurs qu'ils ont rebaptisées et colonisées. Pour l'heure, c'est l'hypothèse la plus probable. Fin de citation. Donc, voir Société des historiens du Congo-Brazzaville pour la référence. Cette relation génétique entre l'Afrique centrale, cœur du pouvoir des Shabazes, et l'Inde est également confirmée par la présence du maître Shabazz, Bès, dans le panthéon védique, comme nous le signale Ramchandra Narayan Dandekar dans Vedic Mythological Tract, je cite, A.C. Das identifie Vishnu au dieu égyptien Bès qui est le protecteur du monde. Fin de citation. Quelques années plus tôt, en 1969, a Kalyanaraman publié Aryantaranjini, The Saga of the Indo-Aryans, Volume 1, dans lequel il note la parfaite identité du maître Shabazz, Bès, et de l'avatar védique qui est Vishnu, en ajoutant tout de même que celui-ci, que les Grecs par la suite appelaient Bacchus, donc B-A-2-C-H-U-S, n'était autre que le maître Shabazz Bès en personne, mais sous d'autres traits plus grossiers et plus vulgaires. Je cite, le bon Dieu Bès qui dispensa la paix, les bonnes manières et la joie à toutes les nations avec prodigalité, peut être identifié à l'Indien Vishnu, à qui les croyants védiques confèrent des attributs similaires qu'à Bès. Plus tard, l'image de Bès se dégrada chez les Grecs en Bacchus, donc B-A-2-C-H-U-S, de la même manière que Vishnu est lui-même parfois grossièrement dégradé par ses propres partisans en Inde. Fin de citation. Donc voir Kalyanaraman, Aryantaranjini, dans The Saga of the Indo-Aryans, volume 1, page 171, pour la référence. L'iconographie la plus connue, tirée des monuments antiques de la vallée du Nil et du bassin méditerranéen, montre le maître Shabazz comme un homme noir de petite taille. Monsieur le vicomte de Rouget, fort versé sur la question de Bès, maître Shabazz, dit ceci, je cite, son corps est ordinairement modelé comme celui d'un homme très petit, très trapu, et dont les muscles sont extrêmement développés. Ses yeux semblent être empruntés au taureau, ses oreilles, dérivant du même type, ses cheveux semblent en boucle sur son cou comme la crinière d'un lion. Il porte comme Hercule une peau de lion sur le dos. Sa coiffe ordinaire se compose d'un bouquet de plumes d'autruche. Fin de citation. Néanmoins, poursuit le vicomte de Rouget, nous trouvons des représentations certes rares, datant de l'ancien empire, montrant le maître Shabazz, Bès entre parenthèses, sous les traits d'un homme dans des proportions beaucoup plus ordinaires. Je cite, un petit bronze de la collection nous le montre sous la forme d'un guerrier de proportions ordinaires, mais coiffé de la mitre pointue de la Haute-Égypte. Le nom de Bès lui est appliqué sur les bas-reliefs de la basse époque. Ces représentations sont rares sur les monuments anciens. Elles existent néanmoins depuis une très haute antiquité. On le trouve figuré dans le rituel funéraire
du chapitre 145 comme garde du 20e pylône. Fin de citation. Si la récurrence de la difformité du maître Shabazz semble relever de la réalité historique, il est en tout autrement de son visage, qui à l'inverse des autres Nétérous, est toujours représenté de face. En effet, le maître Shabazz, Bess, entre parenthèses, est souvent représenté grimaçant et tirant la langue. À ce titre, John O'Neill, dans Night of the Gods, remarque que chez les populations originelles du globe, la langue qui sort serait une marque d'honneur. Ce visage grimaçant et souvent menaçant du Nétérou, Bess, tirant la langue, semble être un masque. C'est l'avis partagé par Judith Levin dans Tattoos and Indigenous Peoples, où elle traite historiquement de la sociologie du tatouage chez les populations originelles. Je cite, « Le plus vieux tatouage montrant une image plutôt qu'une forme géométrique est également égyptien. Le dieu Bess, dont la forme est celle d'un nain semblant porter un masque, était lié aux femmes et aux enfants. On l'a retrouvé tatoué sur certaines femmes. » Fin de citation. Cette affirmation est confirmée par l'étude de la stèle de Metternich, qui prouve très clairement que la tête du maître Shabazz est un masque. Dans L'harmonie du monde, anthropologie culturelle des couleurs et des sons en Afrique depuis l'Égypte ancienne, l'égyptologue camerounais Oscar Pfouma donne un aperçu sur la sociologie du masque en milieu initiatique négro-africain. Je cite, « L'exécution des danses rituelles négro-africaines nécessite le port d'un masque, se référant à l'Égypte. » Professeur Barguet écrit « Les têtes des divinités égyptiennes sont en elles-mêmes autant de masques. La force incarnée dans un animal est ce qui caractérise celui se rapporte dans la divinité qui en a le masque. » Professeur Marguet, 1960. Fin de citation. Voir Oscar Pfouma dans L'harmonie du monde, anthropologie culturelle des couleurs et des sons en Afrique depuis l'Égypte ancienne pour la référence. Le maître Shabazz, Bess, est le saint patron de la danse aussi bien dans sa dimension rituelique que guerrière ou populaire. Les anciens, dans les temps antiques, le présentaient comme le Nétérou de la danse. Aussi, si comme l'affirme Oscar Pfouma, l'exécution d'une danse rituelle en milieu initiatique négro-africaine nécessite le port d'un masque, il est manifeste que le visage du maître Shabazz, le montrant tirant la langue pendant les danses guerrières, où il est armé de sabres et d'arcs, ne peut être qu'un masque. Et l'égyptologue camerounais de préciser que le masque de Bess, le génie de la danse égyptien, pouvait être porté par d'autres dieux, Horus, Amon. Fin de citation. Citant Lucien, Oscar Pfouma de rajouter que si ce masque ne pouvait être porté que par des Nétérous, c'est que les mines de ce masque, je cite, traduisant en mouvements expressifs les dogmes les plus mystérieux de la religion. Les mythes d'Apis, donc D-A-P-I-S, et d'Osiris, les transformations d'animaux par-dessus leur amour. Fin de citation. De plus, de l'avis de l'éminent égyptologue britannique Sir E.A. Brudge, Bess n'est pas le nom propre d'un hétéro, mais est en fait un titre décerné aux plus glorieux d'entre eux. Ainsi, la tête de Bess et son nom sont respectivement un masque et un titre glorieux qui pouvaient être portés par des Nétérous comme héros, Horus entre parenthèses et d'autres encore. On peut alors se demander qui se cache réellement derrière ce masque et ce prêtre nom, ce titre glorieux de Bess Shabazz entre parenthèses.
En se référant à ces attributs, à ces fonctions, l'on peut définitivement identifier le maître Shabazz grâce à la fructueuse documentation de notre disposition. On lui prête plusieurs noms. Par exemple, dans l'Ancien Empire, ses qualités guerrières exceptionnelles ont fait qu'il fut identifié au guerrier AA ou AI, donc c'est AHA ou AI, donc AHAI, selon les propos de Laszlo Torok dans Hellenistic and the Roman Terracostas from Egypt. Je cite, la qualité guerrière de Bès dérive probablement de la divinité de l'Ancien Empire, AA, donc AHA, dont les premières représentations ne se distinguent pas de celles de Bès. Voir Laszlo Torok dans Hellenistic and the Roman Terracostas from Egypt, page 35 pour la référence. Le professeur Lemans, fournissant une explication sur certains monuments égyptiens, nous dit ceci sur celui que nous identifions comme le maître Shabazz. Je cite, la difformité de son corps le mit en rapport avec Ptah, donc P-T-A-H, par la peau de lion qui couvre la partie postérieure, il ressemble à Hercule. Il s'appelle alors en signe hiéroglyphique Jem, donc D-J-E-M, ou Gom, G-O-M. Il a un bras mobile et il paraît qu'il a une lance à la main. Des statuettes semblables se trouvent dans le musée britannique et au Louvre. Ils tiennent un bouclier devant leur corps et brandissant un glaive au-dessus de leur tête. Pourvu de ces accessoires, on le considère comme un dieu guerrier que les Égyptiens appellent Onueris, donc O-N-U-E-R-I-S, selon un papyrus grec du musée de Leyde. Ce même document nous apprend aussi qu'Onueris avait un temple dans la ville de Sébennytus, la capitale du nom sébénitique. Voir Willem Plate, La religion des pré-israélites, recherche sur le dieu, 7, page 2 pour la référence. Le papyrus Jumilak 12 8-9 identifie également le maître Shabazz Bès, entre parenthèses, au guerrier Ahai, donc A-H-A-I, qui possède une parfaite maîtrise des serpents. Évidemment, il faut comprendre ici ce contrôle sur les serpents à la fois de manière littérale et métaphorique. Métaphoriquement, il s'agit de la maîtrise de la haute science médicinale antique. La tradition dit que le maître Shabazz Bès, entre parenthèses, que les Grecs antiques appelaient aussi Ophiuchus, donc O-P-H-I-U-C-U-S, et les Romains Esculape Asclépios étaient possesseurs des secrets initiatiques permettant de tout guérir, voire même, dit-on, de ressusciter les morts. C'est ce serpent symbolique du maître Shabazz qui est aujourd'hui utilisé comme emblème par les pharmaciens et par l'ordre des médecins. Les cartes astronomiques antiques donnant au maître Shabazz la constellation d'Ophiuchus, aussi appelée le Serpentaire, c'est la 11e constellation la plus vaste par son étendue, avec 60 étoiles la constituant, dont l'étoile de Barnard, donc B-A-R-N-A-R-D, est la 13e constellation zodiacale, même si les astrologues la refusent, que le Soleil traverse entre le 29 novembre et le 17 décembre au niveau du plan de l'écliptique, soit une durée de traversée 4 fois supérieure à celle de la constellation zodiacale ou Scorpion. En résumé, l'on peut dire que le maître Shabazz Bès, entre parenthèses, identifié au guerrier Ahai de l'Ancien Empire, possède des pouvoirs apotropaïque, d'où l'association systématique de son image au serpent, symbole de la médecine traditionnelle de l'Afrique antique. Ainsi, l'on peut dire qu'un Moïse formé dans les temples de la vallée du Nil relève du maître Shabazz, car l'on sait que lui aussi était possesseur de la science des serpents, puisqu'on lui attribue d'avoir forgé un serpent d'airain
signe de sa connaissance ésotérique après avoir démontré ses talents à la cour pharaonique face aux prêtres égyptiens versés également dans la même science. Aussi, devons-nous rejeter l'interprétation de certains scientifiques qui posent que le serpent représenté avec le maître Shabazz, Bès, entre parenthèses, serait le symbole de l'obscurité et partant l'ennemi atavique du dieu solaire, comme on peut le lire sous la plume de Smith Palmer dans Samson, Saga and Its Place in a Comparative Religion. Je cite, comme Hercule, Bès aussi était fréquemment représenté étranglant des serpents qui, en tant que symbole de l'obscurité, sont les ennemis naturels du dieu solaire. Fin de citation. Pour ce qui est du volet littéral, du contrôle que le maître Shabazz, Bès, entre parenthèses, exerçait sur les serpents, Balaji Mankour, donc c'est Balaji, donc c'est B-A-L-A-D-J-I, Mankour, donc M-U-N-D-K-U-R, dans The Cult of the Serpent, an Interdisciplinary Survey of its Manifestation and Origins, admet qu'en plus des serpents, c'est de tout une panoplie de bêtes sauvages sur lesquelles il avait une réelle domination. Je cite, un spécimen très réussi de la dernière période représente le dieu de la maison Bès comme un homme. Il se tient debout au-dessus des bêtes sauvages enfermées dans un cercle formé par un énorme serpent. Fin de citation. Le grand magistère de Bès, Shabazz, fut également associé aux Gorgones à cause de la similitude de leur origine, de leur attribut. Arthur Bernard Cook écrit dans Zeus a Study in Ancient Religion Volume 1 que les Gorgones, comme le maître Shabazz, portant un masque prophylactique et possédant une tête qui dérive du lion en plus de leurs traits négroïdes. Fin de citation. Voir Arthur Bernard Cook dans Zeus a Study in Ancient Religion Volume 1, page 846 pour la référence. Même si c'est surtout à travers la littérature grecque antique que nous ont été transmises les dépositions sur les Gorgones, le dramaturge grec Euripide ne manque pas de préciser dans les Bacchanales que celles-ci sont d'origine libyque, donc clairement africaine. Voir Euripide dans les Bacchanales, paragraphe 990 F pour la référence. Il faut aussi signaler la métamorphose opérée sur la crinière de lion du maître Shabazz, Bès, entre parenthèses, devenue chez les Gorgones une crinière de serpent, comme on peut le voir sur la tête de la prêtresse Atlante Méduse. Mais à y voir de plus près, ni Hercule, ni Gem, ni Onueris, ni Aai, ni Ophiuchus, ni les Gorgones, qui sont tous associés à Bès, ne sauraient expliquer le maître Shabazz d'il y a 50 000 ans, car tous sont d'existence trop récente, ancien empire au mieux. On peut bien croire qu'ils ont tous pu porter chacun à leur époque le masque de Bès, le titre glorieux de maître Shabazz, mais aucun d'entre eux n'est assez ancien pour prétendre être le maître Shabazz qui s'installa avec ses partisans autour de l'an 48 000, 70 ans avant Jésus-Christ en Afrique centrale. Parmi les attributs de maître Shabazz, Bès, le roi lion, il y a le fait qu'il soit décrit comme, je cite, le vieil homme qui toujours recouvre sa jeunesse, le vieux qui toujours redevient un jeune garçon. À cause de cela, entre autres éléments, le docteur Budge l'identifie à Héru, l'ancien Horus, Héru l'ancien, donc le soleil, le vent qui chaque jour renouvelle sa vie et redevient un jeune homme. Voir
Voir à Smith Palmer, Samson, Saga and its Place in a Comparative Religion, page 228 pour la référence. Dans Signs and Symbols of Primordial Main, Albert Schwarzschild nous apprend que Bes serait en fait la forme primitive d'Héru l'Ancien, donc Horus l'Ancien, entre parenthèses. Voir Albert Schwarzschild, Signs and Symbols of Primordial Main, page 154. Des propos confirmés par Gérald Massey dans The Sign Language of Astronomical Mythology par One et Chu. Je cite, la forme humaine primitive d'Horus, l'ancien, était celle de Bes. Fin de citation. Le doute n'est plus permis quand on lit sous la plume de Samuel Alfred Brown Mercer dans son The Religion of Ancient Egypt, ces propos sans équivoque qui renvoient irrévocablement au maître Bes. Je cite, Horus était un dieu lion spécialement en tant que seigneur de Punt. Fin de citation. Héru l'Ancien, Horus l'Ancien entre parenthèses, est à la fois un roi lion, seigneur de Punt, la terre sacrée et la terre sainte, ayant pour emblème le faucon, emblème du royaume du Sud. Or, ce sont là les prérogatives du maître Shabazz, du porteur du masque Bes, il y a 50 000 ans. Et contrairement à Héru, l'Ancien, Horus l'Ancien, entre parenthèses, celui qui fut appelé Héru le Jeune, donc Horus le Jeune, entre parenthèses, n'était pas affilié aux contrées équatoriales méridionales, mais plutôt à la Basse-Égypte, ce qui marque en soi une postériorité temporelle vis-à-vis du titulaire du masque de Bes du maître Shabazz. L'on attribue au titulaire du grand magistère Shabazz Bes, entre parenthèses, d'être le saint patron des musiciens. Nombreuses sont les représentations où on le voit jouant à la harpe, du luth ou encore de la lyre, à l'instar d'Héru l'Ancien qui assume les mêmes prérogatives. D'ailleurs, la constellation de la lyre est associée aussi bien à Bes, maître Shabazz, entre parenthèses, qu'à Héru l'Ancien, Horus l'Ancien, entre parenthèses, textes anciens leur attribuant la paternité de l'invention de l'octave en musique. Donc, voir Albert Schweitzer, The Sign and Evolution of Religion, page 66. D'aucuns nous feraient remarquer, à juste titre, que malgré les points communs fondamentaux que partagent Bes et Héru l'Ancien, qui concourent à leur identification, l'on doit signaler que leurs épouses consorts respectives ne sont pas les mêmes. D'un côté, l'on attribue comme épouse à Bes sa parèdre Beset, donc B-E-S-E-T, et de l'autre, l'on attribue à Héru l'Ancien comme épouse Hathor, donc H-A-T-H-O-R. Comment lever cette indétermination, cette incompatibilité notoire? D'emblée, l'on constate que Beset, donc B-E-S-E-T, n'est que la féminisation du terme Bes, comme pour dire que Beset serait celle de Bes. Le féminin de Bes, la femme de Bes, la partenaire de Bes, ce n'est donc pas son nom véritable, mais plutôt un qualificatif, les textes anciens, donnant d'autres noms à la partenaire de Bes dans la protection des enfants. Il y a surtout les deux noms Ueret, donc U-E-R-E-T, excusez-moi, et Epet, donc E-P-E-T. Uret semble être un titre de noblesse traduisant le prédicat sa grandeur. En revanche, la chercheure britannique Gerald Massey dans The Sign Language of Astronomical Mythology par One et Chu identifie la grande mère à Epet, qu'il désigne comme Apet de Punt. Je cite, il, Bes, arrive en Égypte en gambadant avec la grande mère Apet de Punt. Fin de citation. Ainsi, Eret, Apet, Beset
de Punt ne serait autre que sa grandeur Apet, la reine consort de Punt, celle de Bès, protectrice des enfants. Parallèlement, les textes anciens nous donnent à lire Hathor, épouse d'Héru l'Ancien, comme la dame et souveraine de Punt, telle que l'affirme l'Indien Albinas Chandra Das dans son livre Rig Vedic India, je cite, Hathor ou Savitri, le mantra source sur lesquels la structure de la religion hindoue, le Veda, est basée, qui était appelée la dame et souveraine de Punt. Fin de citation. À l'instar d'Apet, consort de Bès, entre parenthèses, Hathor, consort d'Héru l'Ancien, est elle aussi souveraine de Punt. Une étude plus serrée du terme Hathor nous montre qu'il formait des mots At et Or. Donc At, H-A-T, et Or, H-O-R. At signifiant en langue pharaonique la demeure, et Or, donc H-O-R, renvoyant à Héru, Horus entre parenthèses. Hathor signifiant alors la demeure d'Héru. Une telle construction trahit non pas un nom, mais un prédicat attaché à un titre de noblesse qui se traduirait en substance par celle de la maison d'Héru. Comme Besset est celle de la maison de Bès, encore aujourd'hui, cette construction nobiliaire se retrouve dans les monarchies africaines. Nous le voyons avec son Altesse royale Djéami Kpo Degbe Queen Epo, née princesse Douala, mais qui, à la suite de son mariage avec le roi d'Alada, est devenue celle de la maison d'Alada. Donc Da-A-2-L-A-D-A. Aussi, ce qui pouvait paraître comme une contradiction est résolu par le fait qu'Hathor, Besset et Uret ne sont pas des noms propres mais des titres de noblesse, des prédicats attachés à la reine consort de Punt. Il apparaît que le véritable nom de la reine consort est Apet, Epet, donc celle de la maison royale d'Héru. Hathor, entre parenthèses, et celle de la maison royale de Bès, Besset, entre parenthèses, ne sont qu'une et même personne, à savoir son Altesse royale, la reine consort Epet, donc A-P-E-T. De la même manière que Bès et Héru, l'Ancien, ne sont eux aussi qu'une seule les mêmes personnes, à savoir le maître Shabazz qui a vécu il y a 50 000 ans, de cela, en Afrique centrale, ajoutez à cela le fait que sous la dictée de M. Malaise, nous apprenons qu'Héru l'Ancien, le titulaire de la chaire de Bès, est également présenté en tant que sauveur, comme nous pouvons le lire dans Bès et les croyances solaires. Je cite, c'est en compagnie d'un Horus sauvé, et puis Salvateur lui-même qu'apparaît logiquement Bès, dont le nom signifie sans doute précisément le sauveur. Fin de citation. Il semble que le maître Shabazz, Bès-Héru, porteur de la peau de panthère, ait joui d'une popularité sans commune mesure tout au long de l'histoire depuis l'installation il y a 50 000 ans, dans la cuvette du Congo jusqu'au delta de la fin de la souveraineté kémite sur l'Égypte pharaonique. Sabine Fourier et Gilles Griveau, dans l'identité croisée en un milieu méditerranéen, le cas de Chypre, Antiquité au Moyen-Âge, font référence à un haut dignitaire du clergé durant la 30e dynastie pharaonique qui portait le nom de Héru-Bès. Je cite, on connaît même un prophète d'Orbès, donc D-H-O-R-B-E-S, sous la 30e dynastie. Fin de citation. Ils poursuivent en rappelant la grande popularité du maître Shabazz Bès-Héru à la basse époque. Je cite, Bès chasse même Osiris du temple de Séti Ier et y règne comme dieu oraculaire. Fin de citation. Mais cette popularité ne se borne pas aux seules vallées du Nil et aux cuvettes du Congo, puisque William Morder, dans Indians in Americas, The Unknown Story, nous dit que la colonisation des Amériques par les Phéniciens et Égyptiens a conduit à la diffusion de la culture Shabazz dans tout le
continent américain. Si bien que l'on retrouve des traces de Bess Maître Shabazz dans les cultures Yopi, Maya ou encore Olmec, comme nous le fait remarquer le professeur Hugh Fox de l'Université d'État de Michigan, États-Unis d'Amérique, dans son ouvrage Gods of the Cataclysm, a Revolutionary Investigation of Man and His God Before and After the Great Cataclysm. Il cite: il n'y a aucun doute dans mon esprit que les Yopis, donc Yopis, étaient une colonie phénicienne au Mexique et que les Olmecs eux-mêmes dérivent probablement de ces Phéniciens avec une forte influence négro-africaine. Fin de citation. William Morder poursuit ainsi toujours en s'appuyant sur les travaux du professeur Hugh Fox. Je cite: Fox a également établi une relation entre les figures des poteries de Chimu Moche et les dieux mythologiques des Phéniciens. Bess, un dieu nain avec une coiffure, apparaît aussi bien dans les sociétés mayas, égyptiennes, africaines, phéniciennes que romaines. Fin de citation. Lewis Spence dans The Problem of Atlantis, allant même jusqu'à identifier le maître Shabazz titulaire du masque de Bess en territoire mexicain à Xochipilli, je cite: le dieu égyptien Bess semble se refléter presque exactement dans la divinité mexicaine Xochipilli. Bess est représenté comme un immense nain avec un énorme estomac, des jambes arquées, des lèvres épaisses et la langue sortie. Son nez est plat et sourcils broussailleux, il porte une tiare. Fin de citation. Appuyant à son tour cette identité entre Bess, le maître Shabazz de la vallée du Nil, et Xochipilli, le dieu mexicain, Herward Carrington, dans Hereward Carrington, dresse un tableau des similitudes, je cite: comme Bess, Xochipilli porte un panache de plumes aux couleurs vives et une robe avec un appendice comme celle de Bess. Fin de citation. La revue italienne Memory della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, volume 26, évoque également une transmission d'ouest vers l'est, en somme une diffusion de la culture Shabazz depuis la vallée du Nil vers les plaines du Jourdain. Je cite: pour l'ancien dieu égyptien Bess, une transmission de l'ouest vers l'est semble également probable. Fin de citation. En vérité, il s'agit plus que d'une probabilité, puisque Judith Wegarten, dans Zachro, Master and His Place in the Prehistory, nous certifie que le culte en l'honneur du maître Shabazz, Bess entre parenthèses, était présent aussi bien en Palestine qu'en Syrie. Je cite: le dieu égyptien était dans tous les sens du mot un dieu populaire. Son culte s'est répandu en Syrie et en Palestine, pas plus tard qu'au début du Nouvel Empire. Fin de citation. La marque du passage des civilisations dirigées par des maîtres Shabazz se retrouve aussi dans la culture et les sites bibliques, nous dit Zioni Zevit dans The Religions of Ancient Israel, as synthesis of paralytic approach. Je cite: en effet, des résultats de fouilles archéologiques font mention du nom de Bess sur les sites palestiniens entre le 8e et 5e siècle avant Jésus-Christ. L'auteur fait également remarque qu'il est attesté que les Judaïtes rendaient un culte à Bess à la période de la monarchie divinisée. De plus, l'on retrouve dans le livre d'Esdras, chapitre 2, verset 49, un nom exilique, Bessai, donc B-E-S-A-Y, qui trahit la filiation avec Bess, maître Shabazz. Fin de citation. Voir Zioni
Zevik, The Religion of Ancient Israel, a Synthesized a Paleolithic Approach, page 606 pour l'information. Dans l'extrême ouest de la mer Méditerranée, plus précisément dans l'archipel des Baléares, se trouve l'île d'Ibiza, ou plus justement d'Ibochim ou Ibosim, qui était ainsi nommé il y a 3500 ans de cela par les colons puniques, donc négro-africains. Or, en langue punique, le nom Ibochim, aujourd'hui déformé en Ibiza, lieu de la jet set européenne, signifie l'île de Bès. On a retrouvé sur l'île beaucoup d'artefacts archéologiques, dont de nombreuses pièces de monnaie représentant le maître Shabazz et datant de l'ère punique. Antonio Garcia y Bellido, dans les religions orientales dans l'Espagne romaine, donne un état de la recherche sur la présence du maître Bès dans l'île. Je cite, « Bès nous est connu hors d'Égypte, d'où il était originaire par une quantité de figurines, de pierres ou de terre cuite, de caractère ouvertement apotropaïque, prophylactique. Pour cela même, il y a lieu de douter qu'il s'agisse là d'une supercherie magico-religieuse, voire d'une superstition. Nous ne possédons pas de témoignages écrits qui nous assurent son culte dans la péninsule. Son image, par contre, apparaît fréquemment sur les monnaies d'Ibiza, à tel point qu'elle peut être considérée comme son témoignage probant. En effet, la présence fréquente de Bès sur les monnaies de cette ville MH PL.80 a permis à M. Sola de soutenir de nouveau une ingénieuse thèse exposée il y a un siècle par l'éminent hébraïsant Judas, et selon laquelle le terme Yabesum, donc YBSM, par lequel les puniques désignaient Ibiza, entre parenthèses, Ebizos et ou Ebusus, donc EBUSUS, contenait le nom de Bès, Bis ou Bissu en Égypte. Monsieur Jessel avait déjà prêté attention à cette suggestion, mais à Sola revient le mérite d'en avoir approfondi le sens. Selon lui, l'étymologie de Ebissus, loin d'être la traditionnelle île des Pins, donc Pline, paragraphe 3.5, Insula Pitusae, Graecis, dicta a fructic pineo muns ebusus, vocature, repose sur le nom de Bès, signifiant pour cela l'île de Bès, ce qui explique la présence sur ces monnaies de cette divinité mal interprétée auparavant comme les Kabyres. Les figurines de Bès, en forme de petites amulettes, de pâte vitreuses ou intailles qui ont été trouvées en abondance dans les tombes d'Ibiza, musée de Madrid, Barcelone et Ibiza principalement, constituant une preuve de ce que nous venons d'avancer, bien qu'il y ait lieu de reconnaître qu'elles existent aussi un peu partout dans le monde punique et en Espagne, dans les lieux tels que Baria, Villaricos, Almeria, entre parenthèses, et Cadix. Peut-être Sola a-t-il raison lorsqu'il suggère que les figurines masculines d'aspect si grotesque et si obscène, provenant de l'Isla Plana, peuvent être de gauche conception locale de Bès. Fin de citation. Cette diffusion de la culture Shabazz se ressent également dans l'histoire des Templiers, notamment des Templiers teutoniques, dont la croix, si caractéristique de l'aveu de John Sebastian Ward dans Freemasonry and the Ancient Gods, est antérieure aux croisés car elle est propre aux civilisations originelles d'Afrique bantou, donc BA-NTU, d'Australie et des Amériques précolombiennes. Celle-ci utilisait cette croix comme le maître Shabazz ou encore Néfer Hotep qui les portait autour du cou dans les bas-reliefs. Je cite, « Cependant, c'est en Égypte que l'on trouve les plus grandes variétés de croix.
la croix teutonique était un symbole constamment porté par les dieux. Bès, le dieu nain, et Néfer et Tep sont tous deux représentés dans le Christian and the Teutonic Cross de Budge. Fin de citation. Donc voir John Sebastian Ward, The Freemasonry and the Ancient Gods, page 105 pour la référence. Kissinger Publishing pour l'édition. Voir également The Secret of Freemasonry, où il est dit, je cite, cette croix a été trouvée par les premiers explorateurs parmi de nombreuses races en Afrique, longtemps avant que les missionnaires l'auraient apportée. Mais l'Égypte ancienne a plus grand nombre de variétés de croix, comparée à tous les autres pays. La croix teutonique était un symbole porté par les dieux Bès et Néfer et Tep, sont tous deux représentés avec elle. Fin de citation. Robert Lomas, The Secret of Freemasonry Revealing the Suppressed Tradition, pour la référence. Cette exploration des 50 000 dernières années de l'histoire des Shabazz nous aura permis de confirmer les propos de notre maître, l'honorable docteur Khalid Abdul Muhammad, qui, donc l'ancien représentant de l'honorable Missus Farrakhan, qui n'avait de cesse de nous répéter que partout où l'on entendait parler des Anous, des Hébreux, des Atlantes, des Maures, des Pérages, des Cyclopes, etc., c'est qu'il s'agit des Bana Shabazz, des glorieux descendants du maître Shabazz, Hérou l'Ancien, titulaire du masque de Bès, seigneur de Punt et ses dépendances, défenseurs des plus faibles depuis le fleuve du Congo jusqu'au fleuve Gange, protecteur des arts et des lettres. L'histoire nous montre que les différents maîtres Shabazz, depuis Hérou l'Ancien jusqu'à aujourd'hui, se sont toujours distingués, aussi bien dans l'application de leurs devoirs régaliens que dans le respect de leur magistère sacerdotal. C'est à cette tradition plusieurs fois millénaire, à laquelle nous appartenons et tâchons de faire honneur à chaque parole dite et à chaque acte posé. Donc c'était l'épopée des maîtres Shabazz du professeur maître Farité Ruka Shabazz, tiré du livre Texte Ticule pour Anti-Shabazz.